Bienvenue pour cette conférence. Moi, je suis Myriam Joly. Je suis responsable orientation chez HEM Santé. Mon rôle est d'accompagner les étudiants dans leurs projets d'études, mais aussi je suis en lien régulièrement avec les entreprises qui recrutent nos étudiants en stage et en alternance. L'événement de ce soir est organisé dans le cadre de cycles de conférences métiers qui sont proposés par l'école. HEM Santé, c'est une école de commerce dédiée à la santé et propose en fait un bachelor management et santé sur une durée de 3 ans. Je vais donc donner la parole à Mathilde Ayou qui va vous présenter dans un premier temps son parcours et puis après elle vous parlera de la thématique de ce jour qui est les nouveaux enjeux du marketing dans le secteur de la santé. On aura un second temps sur la fin pour répondre à vos questions. Merci d'utiliser plutôt le chat pour vos questions et on prendra le temps avec Mathilde. En tout cas, Mathilde prendra le temps de vous répondre par la suite. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence et à vous, Mathilde. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence. Donc, je m'appelle Mathilde Ayou, je suis formatrice en marketing. Je fais de la formation et du consulting dans le domaine du marketing et je travaille donc dans la Loire, près de Saint-Étienne, pas très loin de HEM Santé qui est sur Lyon notamment. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé en formation initiale par faire une école de commerce. Donc, j'ai fait l'ESSEM à l'époque, donc l'école de commerce de Tours, avec une spécialisation en marketing et innovation. Et suite à ça, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie des dispositifs médicaux, dans le domaine du marketing, donc avec différents scopes géographiques. J'ai été responsable France, EMEA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, et international, donc avec la responsabilité de tous les pays. Et j'ai travaillé dans différents domaines de dispositifs médicaux. J'ai commencé chez Invacare qui fabrique des fauteuils roulants notamment et tout un tas de matériel de maintien à domicile. J'ai travaillé chez Integra dans la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique. Et j'ai travaillé également chez Tuan qui fabrique des dispositifs de compression médicale dans le domaine de la lymphologie qui est une pathologie post-cancer. Et donc, pendant ces 15 ans d'expérience, j'ai occupé différents postes. J'ai fait à la fois du marketing opérationnel, donc vraiment ciblé sur la France avec un déploiement des activités marketing localement. Et j'ai travaillé aussi plus du côté stratégique et développement produit, plus en amont du coup, pour définir les stratégies groupe et travailler avec la R&D et les autres départements support sur les développements de produits. Et donc, il y a quelques temps, j'ai fait une reconversion professionnelle et donc j'ai passé un titre professionnel de formatrice pour adultes et pour aujourd'hui donc être devant vous pour être en tant que formatrice indépendante. Donc aujourd'hui, ce qu'on va couvrir pendant cette conférence, je voudrais d'abord vous parler un peu des tendances et défis du marché de la santé pour un peu poser un certain nombre de choses, identifier ces différentes tendances pour ensuite voir de quelle manière ça impacte le marketing de la santé et quels vont être les nouveaux enjeux dans les prochaines années au niveau marketing. Et donc, à la suite de cette présentation, on aura un temps dédié aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas encore une fois, comme le disait Myriam, de poser vos questions dans la discussion. On y répondra avec grand plaisir à la fin. Donc, pour commencer avec les tendances et défis du marché de la santé, donc l'industrie de la santé, c'est une industrie qui a un poids économique quand même assez conséquent en France. Donc, ça représente plus de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc avec une dominante de la pharma, de tout ce qui est médicaments, qui représente à peu près 50 milliards par rapport aux dispositifs médicaux qui représentent à peu près 30. Il y a un gros dynamisme à l'exportation, donc beaucoup de produits fabriqués, produits médicaux fabriqués en France sont ensuite exportés. Donc, c'est à peu près 33 milliards d'exportations par an.
Et c'est un secteur qui a une forte capacité d'innovation, avec des domaines de compétences très spécifiques. Certains sont plus dans la métallurgie, d'autres plus dans le textile, etc. Et c'est des domaines dans lesquels on innove énormément. Au niveau du tissu d'industrie, il y a un certain nombre de grands groupes qui ont du coup une envergure mondiale et qui sont présents dans de nombreux pays. Mais il y a aussi un gros tissu de start-up et de PME dans cette industrie-là. Souvent, après, il y a des regroupements et des rachats. Le marché a tendance à s'optimiser quand même et le nombre à réduire. C'est un marché qui est très réglementé, donc on parle de produits de santé, donc à toutes les étapes de la chaîne de valeur, il y a des réglementations à suivre pour assurer la sécurité des dispositifs et donc la sécurité des patients et des utilisateurs que sont parfois les professionnels de santé. Et bien sûr, une dimension éthique importante parce qu'on parle de produits qui peuvent sauver des vies pour certains. Donc, la vie des patients, la vie des personnes est en jeu, donc il y a une dimension éthique très importante. Le MDR, donc c'est le nouveau règlement la nouvelle réglementation pour les dispositifs médicaux, donc qui n'est pas applicable aux médicaments, c'est vraiment sur la partie dispositifs médicaux. Cette réglementation, elle a changé donc récemment et elle s'est énormément renforcée. Et en fait, pour qu'un produit soit mis sur le marché, il faut obtenir un marquage CE en tant que produit de santé. Et ce marquage est délivré par un organisme notifié qui vérifie que le produit et tous ses éléments, son packaging, etc., répond bien aux exigences de preuve médicale et de sécurité imposées par la réglementation européenne. Et cette nouvelle réglementation, donc le MDR, a vraiment renforcé, augmenté les exigences pour mettre sur le marché des dispositifs médicaux. Donc, ça a été un grand chamboulement là, ces 2-3 dernières années et qui s'est accompagné de nombreux dysfonctionnements dans la mise en application du MDR. Donc, il y a eu beaucoup de retard de mise sur le marché des nouveaux produits, il y a eu énormément de freins du coup à l'innovation et beaucoup de dépenses pour les industriels afin de se conformer à ce nouveau règlement. Ils ont été amenés à faire des modifications sur les produits. Et par voie de conséquence, d'après une étude du SNITEM, on a 79% des entreprises qui ont envisagé du coup de rationaliser leur gamme de produits, voire d'arrêter des produits. Et 21% des entreprises également pensent que l'application de ce nouveau règlement menace la pérennité de leur site de production. Donc plus la crise économique qui est arrivée derrière. Comme tous les secteurs, c'est un secteur qui souffre, mais là particulièrement, il avait déjà souffert avec la mise en place de la MDR. La croissance et l'innovation, c'est la force de ce secteur-là, mais il est quand même freiné par le marché national. Donc, traditionnellement, le secteur de la santé, de l'industrie de santé, fait sa croissance par l'externe, le développement de nouveaux produits et l'export. Et pour eux, c'est indispensable et c'est pour ça que beaucoup d'industries médicales fonctionnent comme ça, parce qu'il y a énormément de freins en fait, sur le marché français. L'accès au remboursement, de produits médicaux est très compliqué, très long, très fastidieux. Il y a énormément de déremboursements et de baisse de prix. La sécurité sociale regarde régulièrement les produits remboursés et vient faire des coupes un peu partout. Les modalités aussi, il y a des modalités qui existent pour faciliter la mise sur le marché des produits innovants, mais c'est quand même des processus qui restent longs, qui sont méconnus des industriels. Les appels d'offres aussi ont tendance à favoriser les entreprises étrangères par rapport au Made in France parce que le critère prix reste un critère important pour les centrales d'achat. Donc, souvent, les entreprises françaises se retrouvent en concurrence avec des entreprises étrangères qui peuvent être moins chères. Le processus d'innovation, globalement, et dans la santé est très, très long et très complexe de par la réglementation qui est imposée, mais également de par les preuves cliniques qu'il faut apporter et l'obtention du marquage CE. Donc, en moyenne, le développement d'un produit de santé, c'est entre 5 et 6 ans de développement. Donc, c'est énorme et il faut anticiper énormément de choses. Et aussi en France, on a des essais cliniques qui sont beaucoup moins nombreux que dans d'autres pays.
Même les industriels français, parfois, font leurs études cliniques à l'étranger parce que les études cliniques en France, les essais cliniques sont très complexes. Et donc, la France est très en retard là-dessus. C'est à peu près 3300 études cliniques qui sont réalisées par an en France, quand en Allemagne, il y en a plus de 8000. Donc, il y a des écarts énormes. Du coup, on a près de 40% des entreprises qui ont déjà renoncé à la mise sur le marché d'un dispositif de santé en France à cause de tous ces freins. Et les entreprises ont toutes tendance à essayer de diminuer leur dépendance au marché français, se tourner vers l'international. Dans ce secteur, on a aussi énormément de difficultés de recrutement. Il y a beaucoup d'emplois dans l'industrie de la santé, mais les 3/4 des entreprises ont beaucoup de mal à recruter. Donc, il y a des postes vacants dans beaucoup de services, notamment tout ce qui est réglementaire, marketing, vente, R&D et tous les profils aussi techniques et ouvriers, parce que au niveau production, on a besoin aussi de main-d'œuvre. Et du coup, ça amène les entreprises de santé à externaliser certaines fonctions. Donc maintenant, il y a des cabinets qui sont spécialisés dans la gestion de talents comme ça, et donc certaines fonctions sont externalisées. Donc, il y a énormément de potentiel, en tout cas, de recrutement dans l'industrie de la santé. C'est un secteur également qui souffre d'un déficit d'image qui n'a pas du tout été amélioré avec la crise sanitaire et tous les scandales qu'il y a pu y avoir. Donc, l'opinion publique est très sceptique vis-à-vis de l'industrie médicale. C'est souvent plus tourné vers la pharma. La pharma a moins bonne image encore que le dispositif médical. Donc, d'après une étude, 80% des Français estiment que les entreprises médicales sont plus soucieuses de leurs bénéfices que des malades. Et 76% estiment que les entreprises font des recherches que pour les médicaments rentables. Ce qui n'est bien évidemment pas la réalité, mais c'est l'image que l'industrie a auprès du grand public. Et ce qui est assez dommage aussi, c'est qu'il y a une mauvaise image aussi de la part des pouvoirs publics. Donc, il y a seulement 30% des personnes interrogées des pouvoirs publics qui considèrent que l'industrie médicale améliore la prise en charge du patient, et seulement 32% qu'elle améliore l'économie française. Donc, c'est très dommageable que l'industrie médicale ait cette image-là auprès des pouvoirs publics. Ce qui est plutôt rassurant d'après les études, c'est que l'image auprès des professionnels de santé est plutôt bonne. Vous voyez que 85% des professionnels de santé considèrent que l'industrie médicale contribue à l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc, il y a un gros travail à faire au niveau image d'un point de vue marketing. Avec donc la crise sanitaire, on a vu l'apparition de nouveaux comportements. Ça a été vraiment un accélérateur, notamment à la digitalisation, au numérique, et du coup, ça a amené son lot de changements de comportement avec. Donc, on a pu noter, par exemple, les consultations médicales à distance qui ont explosé, les livraisons de médicaments à domicile maintenant qui sont possibles, du dépistage en pharmacie. Il y a eu énormément de nouvelles pratiques dues à la crise sanitaire et qui se sont pérennisées après dans le temps. Donc, tous ces changements conduisent le secteur médical à s'orienter vers des nouveaux processus. Donc, déjà de la désintermédiation, donc c'est de limiter au maximum les intermédiaires entre l'industriel et le patient. Donc, éviter au maximum les intermédiaires entre les deux pour essayer de réduire les coûts et rendre les dispositifs plus accessibles. La dématérialisation également. Donc, on va essayer de dématérialiser un maximum les produits de santé, d'acquérir et de valoriser un maximum les données. Donc, toute la gestion des données patients est un vaste sujet qui accompagne la digitalisation. Et enfin, donc, la digitalisation qui va impacter vraiment toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, de la production à la vente, à la communication, au marketing, etc. Une grosse tendance aussi depuis quelques années et qui augmente énormément de par les événements qu'on a vécus ces dernières années, c'est que le patient est de plus en plus acteur de sa santé.
Donc, avec la digitalisation, avec la crise sanitaire, ça s'est énormément amplifié. Et donc, du coup, le patient va avoir des nouveaux comportements et de nouvelles attentes. Donc, le patient va être beaucoup plus en recherche d'informations. Il va s'informer par lui-même et pas uniquement à travers le professionnel de santé. Il va être du coup de plus en plus informé et exigeant vis-à-vis des soins. Il est de plus en plus responsabilisé dans la prise en charge de sa pathologie. Il va avoir de plus en plus recours aux conseils extérieurs, de même qu'on va demander conseil sur un restaurant, une destination de voyage. Les gens demandent aussi conseil sur des praticiens, sur des marques de dispositifs de santé, etc. Ils vont beaucoup plus interagir du coup avec les professionnels de santé et ils sont beaucoup plus enclins qu'auparavant à acheter des produits de santé sur Internet. Donc, du coup, aujourd'hui, ils ont des attentes nouvelles. Ils veulent une expérience patient qui soit améliorée. Ils veulent du coup avoir un meilleur accès aux soins, une plus grande efficacité dans les traitements proposés. Ils attendent justement des industriels de proposer des solutions efficaces. Ils sont très demandeurs d'informations claires, notamment avec la tendance à l'infobésité, parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Ils sont en recherche de plus de prévention et également plus de naturalité dans les produits de santé. Cette tendance du coup du patient de plus en plus acteur de sa santé, on va le retrouver dans ce qu'on appelle la médecine des 4P. Donc, c'est une tendance qui est émergente et qui va se caractériser en fait par une prise en charge beaucoup plus globale du patient. On ne va pas être juste sur du soin, on va couvrir d'autres aspects. Donc, on va être à la fois sur du prédictif, donc essayer d'anticiper, de prédire des épidémies, peu importe la nature de la pathologie. On va faire du préventif, donc essayer de prévenir des maladies, des cancers, de tout type de pathologie. On va venir aussi personnaliser le soin au maximum. Donc, on va individualiser le traitement, individualiser la prise en charge au patient. Et également participative, puisque le patient doit être justement acteur dans sa prise en charge et donc doit participer. Donc, cette émergence, cette médecine des 4P doit permettre du coup de relier les différents acteurs dans le parcours de soins, donc le patient, l'industriel, les professionnels de santé et les différentes données de santé qui sont autour du patient, des résultats d'analyse, des informations médicales diverses et variées, pour offrir vraiment un continuum de santé aux patients, mieux cibler, mieux ajuster les thérapies et venir enrichir aussi en amont la recherche. Donc, pour maximiser la proposition de valeur des industriels, ils doivent vraiment se positionner comme un acteur holistique de la santé, proposer un accompagnement qui va au-delà de la simple délivrance d'un produit. Et ça fait lien également avec l'e-santé, qui va être qui est et qui va continuer d'être un levier clé pour le marketing. Donc, l'e-santé, ça regroupe 4 domaines. Donc, tout ce qui est système d'information en santé. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne les établissements de santé, l'optimisation de la gestion dans les établissements de santé. La télémédecine, qu'on connaît bien maintenant. La télésanté, donc ça va être plus des dispositifs de suivi, de traçabilité de données pour le patient. Donc, par exemple, des applications pour suivre son poids, les montres connectées, ce genre de choses. Et tous les autres dispositifs technologiques qui peuvent être soit à destination du patient, du professionnel de santé ou d'autres acteurs du monde de la santé. Donc, l'e-santé se développe énormément du fait de la crise sanitaire qui a montré que c'était possible en fait, d'implémenter du numérique dans le parcours de soins, du fait que le patient est demandeur de plus en plus d'autonomie dans la gestion de sa santé, donc soutenu par l'e-santé, et également le gouvernement qui a mis en place déjà un plan santé numérique qui va mettre l'accent sur la télémédecine, le traitement des big data, donc de toutes les données de santé, la médecine personnalisée, et également l'ANS, donc l'Agence du numérique de santé, qui a lancé en 2019 des chantiers pour moderniser le numérique de la santé.
Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, des choses qui sont en train de bouger. Donc là, ce sont quelques chiffres sur l'e-santé déjà actuellement. Donc, il y a déjà 80% des médecins qui sont convaincus par les bienfaits de l'e-santé sur la qualité des soins, parce que le médecin ne veut pas rogner sur la qualité. Il y a potentiellement 99 milliards d'euros qui pourraient être économisés au niveau européen grâce à des solutions de santé numérique sur mobile, notamment pour prévenir certaines pathologies. 41% des Français ont quand même des doutes sur la partie sécurité des données, qui est un vrai sujet. Collecter des données patients, c'est bien, mais elles doivent être collectées dans les règles de l'art en suivant la législation et après leur traitement doit être sécurisé. On a également 3 Français sur 4 qui sont prêts à communiquer par des canaux numériques avec leurs praticiens, donc SMS, visio et autres. 31% des nouveaux entrants sur le marché en 2021 étaient des startups dans la e-santé. Donc, il y a un vrai boom d'entreprises qui se créent dans ce domaine. En 2021, dans le monde, il y avait 161 millions d'appareils de santé connectés. Donc, c'est énorme. Ils n'étaient que 73 millions en 2016. Donc, en quelques années, ça a explosé. Et du coup, le marché des dispositifs médicaux connectés en 2016, donc ça a dû énormément augmenter depuis, était déjà à 157 milliards de dollars, avec une croissance annuelle de 30%. Aujourd'hui, on a déjà plus de 260 000 applications de santé dans le monde et 70% des patients utilisent au moins une application pour gérer leur santé. Donc, tout le domaine de l'e-santé, tous les appareils connectés, tout le digital autour de la prise en charge du patient est en plein boom et en tant que marketeur, on se doit d'être sur cette utilisation-là. On peut également s'appuyer sur les nouvelles technologies. Donc, l'e-santé fait partie un peu de tout ça. Donc, les nouvelles technologies, ça va être donc, tout ce qui est big data, toutes les données de santé qui peuvent être utilisées après par l'intelligence artificielle qui va pouvoir analyser ces données et pouvoir en tirer des conclusions. Tout ce qui est objets connectés aussi, qui vont récolter les données de santé. Le cloud pour les stocker. La réalité augmentée, la simulation numérique, c'est des nouvelles technologies qui peuvent être utilisées également à des fins marketing pour pouvoir les utiliser à des fins d'éducation des médecins, par exemple, ou des infirmières. Et la robotique qui est utilisée déjà dans le domaine de la santé. Par exemple, au bloc, il y a des robots pour la chirurgie déjà, comme le Da Vinci. Et également au niveau industriel pour faciliter la production. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines à explorer pour les marketeurs dans le développement de nouvelles solutions. Donc, qu'est-ce que toutes ces tendances marché, de quelle manière elles impactent du coup le marketing de la santé? La chose la plus importante pour moi, c'est qu'il y a vraiment un virage et on est en train de passer d'un marketing, certaines entreprises y sont déjà passer d'un marketing produit à un marketing client. Maintenant, on ne vend pas un produit, on vend une expérience, on vend une solution à des patients, à des professionnels de santé. Donc, le marketing produit, on était plutôt sur une approche monocanale, centré produit, très centré professionnel de santé. On avait tendance à faire l'impasse sur les autres cibles clients que sont les pharmaciens, les patients, d'autres spécialistes qui gravitent autour du patient dans sa prise en charge. Et on essayait de se différencier via le produit, donc avec une démarche très promotionnelle. Tandis qu'il faudrait aller vers du marketing client, donc avec une approche plus multicanale, vraiment centrée sur les patients, parce que le centre de tout, que ce soit pour les médecins ou pour un industriel, c'est le patient et sa prise en charge, qui prennent en compte le parcours global de soins du patient, avec du coup une approche beaucoup plus ciblée, personnalisée, individualisée, et essayer de se différencier justement sur la solution globale qu'on apporte aux patients ou qu'on peut apporter aussi au personnel de santé, et essayer de mettre ça en avant de manière plus informationnelle que promotionnelle, puisque de toute manière, promotionnelle, on ne peut pas faire de promotion directe aux patients.
C'est interdit par la réglementation. Donc, ça a commencé d'abord par connaître les besoins et les attentes des clients. C'est les bases d'une bonne stratégie marketing, c'est de connaître ses cibles, à qui on s'adresse, qui sont ces cibles, comment on peut les caractériser. Donc, tout ça, ça va se faire à travers une collecte de données d'abord. Donc, les collectes de données elles peuvent se faire via les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le social listening, via des focus group, des études de marché, quand on a plus les moyens, puisque c'est quand même un certain budget. Donc, voilà, toutes les données collectées, ça va permettre de vraiment identifier clairement ces cibles, les caractériser et pouvoir, du coup, derrière, personnaliser la stratégie marketing client. Et plus on connaît bien ses clients, ses cibles et leurs besoins, plus on va avoir une stratégie derrière qui va être pertinente et impactante. Donc, un meilleur retour sur investissement et des activités marketing qui génèrent des augmentations des ventes derrière. Et aussi, en amont, connaître les besoins de ses clients parfaitement, ça permet vraiment de venir travailler en amont sur le développement de nouvelles solutions et s'assurer qu'elles répondent réellement à un besoin précis et bien défini. Donc, pour moi, c'est vraiment la base, c'est de très bien connaître tout ça pour avoir une bonne démarche marketing. Ça passe également par définir le parcours de soins du patient. Selon les pathologies, selon les domaines de santé, le parcours de soins peut être très variable. Il est bien évidemment aussi spécifique par pays, parce que le fonctionnement est différent. Et donc, il faut déterminer quel est le parcours du patient. Il peut y avoir une étape de diagnostic, de prescription, d'achat du produit de santé, son utilisation aussi, et éventuellement du suivi derrière. Donc, les étapes varient en fonction des pathologies. Donc, il faut clairement identifier ce parcours et les personnes les acteurs de santé qui gravitent autour pour pouvoir identifier les occasions de communiquer avec sa cible et du coup, mettre des actions marketing en place derrière. Créer du lien. Donc, on a vu qu'il y avait un déficit d'image vis-à-vis de l'industrie de la santé. Donc, il faut créer un lien de confiance avec les clients, notamment avec les patients, mais aussi avec les professionnels de santé. Donc, ça va être passé par un investissement dans des solutions digitales qui soient adaptées. Donc, c'est indispensable maintenant d'être présent sur le digital et sur le numérique et de l'intégrer à sa stratégie marketing. Après, il faut choisir le bon canal, parce que le digital, c'est bien, mais si on s'éparpille, ça ne sert à rien. Donc, selon les cibles qu'on a, on va choisir le canal le plus approprié. Donc, ça peut être du réseau social, ça peut être un site Internet, ça peut être un blog, ça peut être plein de choses différentes. Choisir ce qui est une application, des conférences, choisir ce qui fonctionne le plus pour sa cible. Ensuite, on va développer une stratégie de contenu, notamment pour les réseaux sociaux et Internet. Donc ça va permettre vraiment d'obtenir des résultats à long terme. C'est une action plus sur le long terme, pas court-termiste, mais ça permet de ne pas faire ouvertement la promotion des produits. Et vu qu'on n'a pas le droit de le faire vis-à-vis des patients, c'est un moyen de fournir de l'information, de créer du lien avec les patients sans être en contradiction avec la réglementation. Donc, ça doit être une priorité pour le marketing digital et permettre de mettre en avant l'expertise de l'entreprise, se différencier vis-à-vis de la concurrence, générer du trafic et créer du coup de l'engagement et de l'interaction avec les patients. Comme dans d'autres domaines, tout ce qui est stratégie de contenu, on est plus sur du contenu, du micro-contenu, ce qu'on appelle les snack contents, parce que voilà, il y a trop d'infos maintenant, on est tous noyés sous de l'information. Donc, on va plutôt aller vers des contenus qui vont être courts, pertinents, faciles à comprendre, parce que, en tout cas, si on s'adresse à un patient, un médecin, on ne va pas avoir le même discours. Ils doivent être instructifs, donc non promotionnels, honnêtes et apporter de la valeur à sa cible. Donc, encore une fois, j'en reviens à connaître sa cible, quels sont ses besoins pour apporter des contenus qui lui parlent et qui l'interpellent.
Et tout ça doit être empreint de transparence, d'expertise et de proximité, de bienveillance avec sa cible. On peut également mettre en place des stratégies d'influence, c'est encore à ses débuts dans le marketing médical, mais c'est un très bon moyen de se rapprocher des patients. Donc, les stratégies d'influence, historiquement, on les fait dans le médical, mais avec des leaders d'opinion professionnels de santé. Mais ça se fait également avec des patients. Donc, on peut identifier des patients experts qui, du coup, ont déjà une communauté autour d'eux et les faire intervenir avec des témoignages par différents biais sur une pathologie ou une problématique. Le mieux, c'est un patient qui parle à un patient, c'est ce qui a le plus d'impact. On peut également créer des communautés de patients. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux pour animer et fédérer des communautés autour de thématiques. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, par exemple, Merck, c'est un labo pharmaceutique. Ils ont développé une communauté sur les réseaux sociaux qui s'appelle Boxon-la CEP. Donc, la CEP, c'est la sclérose en plaques. Et donc, ils ont développé une communauté qui échange de manière très positive et dynamique dans le but d'aider les personnes touchées par la CEP et leur entourage. Donc ça, c'est plus à destination des patients. Et ensuite, ils ont développé aussi des solutions numériques à destination des professionnels de santé. Donc, ils ont un portail web d'information et de formation médicale qui s'appelle Univadis. Ils ont un site aussi pour faciliter les interactions entre les médecins et le laboratoire qui s'appelle MSD Connect. Et ils ont un réseau social dédié aux professionnels de santé qui s'appelle Community. Autre exemple, Tuan a un site internet, créé un site internet qui s'appelle Mon mal de dos et qui a pour vocation d'informer et de conseiller les personnes souffrant de mal de dos. Donc, ce n'est pas du tout promotionnel, c'est vraiment de l'information, il y a des conseils, des exercices, etc. Et Roche aussi a mis en place un podcast. Podcast, c'est des formats qui marchent assez bien aussi dans le médical, qui commencent, qui s'appelle Singularité et qui est dédié aux personnes souffrant d'hémophilie. Donc, pareil, c'est des podcasts, souvent c'est des patients qui parlent à des patients ou des médecins. Mais voilà, quelque chose de très ciblé sur les problématiques des patients et très accessible. Donc, toutes ces solutions-là d'information, d'éducation, etc., en fait, ça va permettre de diversifier son offre pour mieux accompagner le patient ou le client et mieux répondre à ses besoins. Donc, il faut vraiment penser solution ou expérience client et pas seulement produit. Pas oublier penser à ces différentes cibles et pas se focaliser uniquement sur les médecins et les professionnels de santé. Prendre en compte aussi la partie prévention, faire de l'information, de l'éducation sur la prévention des pathologies sur lesquelles on peut avoir des solutions. C'est aussi important parce qu'il y a une vraie dynamique vers de la prévention. Donc, en proposant du service autour du produit, on va pouvoir créer une proposition de valeur augmentée et multiple, donc qui s'adresse aux différentes cibles. Donc, ça peut être des solutions, du service autour de l'éducation. Beaucoup de labos et d'industriels proposent des conférences, des webinars, voire des cours sur plusieurs jours pour former des médecins sur des thématiques. De l'information sur des pathologies, de la prévention auprès des patients. Ça peut être aussi des choses autour de la facilité d'utilisation du produit, donc comment faciliter l'utilisation du produit de santé pour le praticien ou le patient. Et aussi, ça peut être des choses autour de l'amélioration de la sécurité des patients ou la réduction des risques autour de certaines pathologies. Donc, c'est vraiment on revient à l'offre globale tout au long du parcours du patient. Et on ne parle plus seulement produit. Tout en faisant tout ça, en tant que marketeur, on doit se conformer à la réglementation. Et cette réglementation européenne, elle a tendance à évoluer régulièrement. Donc, je vous ai mis ici les derniers gros changements qui se sont produits. Donc, il y a eu la loi Bertrand 2011, donc, qui prône l'éthique, la transparence et qui a mis en place le fait qu'on n'avait
plus le droit en tant qu'industriel de faire de la publicité de produits médicaux remboursés ou sur prescription auprès du grand public, et également qui a mis un stop aux avantages financiers entre les industriels et les professionnels de santé. Donc, la limite maintenant de mémoire, c'est 10 €. On n'a pas le droit d'offrir des cadeaux aux médecins au-delà de 10 €, parce que sinon, c'est considéré comme un pot de vin. La RGPD, mais qui n'a pas impacté que le médical, donc sur la protection des données, qui est depuis 2018. Et depuis 2022, il y a eu plusieurs dates sur la mise en place du MDR selon les classes de produits et il y a eu des retards acceptés par rapport au Covid, donc qui a obligé tous les professionnels du secteur, enfin tous les industriels, à mettre en conformité les dispositifs qui étaient déjà sur le marché. Et donc ça, on ne sait pas ce qui suivra, mais il suivra certainement d'autres choses. Donc c'est aussi le rôle du marketing de s'assurer de la mise en conformité avec tout ça. En dehors de ce qu'on a déjà évoqué, il faut aussi penser à investir dans les essais cliniques. Donc, en tant que marketeur, on a une influence là-dessus. Et c'est ensuite des informations qu'on va utiliser à des fins d'information, de promotion auprès de médecins. Donc, c'est très important d'investir dans les essais cliniques. Un, pour obtenir le marquage CE, parfois c'est nécessaire, quand il n'y a pas d'équivalence possible. Et aussi, ça permet de légitimer l'efficacité du produit quand on s'adresse à des professionnels de santé. Se développer à l'international, on l'a vu, c'est clé pour limiter sa dépendance au marché français et continuer à innover malgré les contraintes qu'on a pu évoquer, notamment en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Donc, pour conclure, donc le secteur de la santé, c'est un secteur qui est en constante évolution. Qui se tourne maintenant vers une médecine plus personnalisée, donc la médecine des 4P, et donc les industriels doivent prendre ce tournant, aller vers une prise en charge plus globale du patient et de sa pathologie, en utilisant les nouvelles technologies, l'innovation, le digital, tout en se conformant à la réglementation. Donc, les industriels doivent devenir de véritables acteurs de la santé au sens global du terme. Et tout ça, c'est valorisant et différenciant, donc porteur du coup de croissance pour les acteurs. Voilà pour moi. J'espère que c'était intéressant pour vous. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Aux questions-réponses, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion si vous en avez. Il y a une question qui vient, Mathilde, qui a été mise en off là, pendant ton intervention. Sur quels réseaux sociaux les entreprises médicales devraient investir? Donc ça va dépendre en fait de la cible à laquelle on veut s'adresser. Pour les professionnels de santé, ce qui est le plus utilisé, le plus pertinent, je trouve que c'est LinkedIn. C'est quand même là que les médecins vont comme tout professionnel. Et par contre, pour les patients, soit on a des produits sur lesquels on peut beaucoup jouer sur le visuel, et à ce moment-là, on peut effectivement aller sur Instagram, mais ce qui est le plus commun, c'est quand même Facebook, parce que souvent, on a quand même de l'information à transmettre avec, et Facebook est un peu plus adapté qu'Instagram pour transmettre aussi de l'information. Donc, je dirais que c'est principalement Facebook et LinkedIn. Okay, très bien, merci. On a une autre question. De quelle manière un industriel peut participer à informer le grand public sur une pathologie? Alors ça, il y a plein de manières différentes. En tant qu'industriel, vis-à-vis du grand public ou des patients, on n'a juste pas le droit de faire la promotion de nos produits. Après, on peut informer de plein de manières. Ça peut être, moi j'ai pu faire des livrets patients, donc des petits livrets d'informations, ceux que vous trouvez chez votre médecin dans le rack au mur là. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Par exemple, si autour de la prise en charge du cancer,
quand vous allez voir votre oncologue ou votre chirurgien, il peut du coup vous donner ce petit livret d'informations. Ça peut être via des groupes de discussion, sur des forums de discussion, sur les réseaux sociaux. Ça peut être des conférences aussi. Souvent, sur beaucoup de pathologies, il y a des associations de patients qui existent. Et à ce moment-là aussi, les industriels peuvent être amenés à intervenir pendant les réunions de ces associations de patients ou les événements qu'ils organisent pour venir donner de l'information. Donc, c'est infini les manières dont on peut le faire du moment qu'on n'est pas promotionnel et qu'on ne parle pas de nos produits. On peut parler de catégories de produits. Par exemple, pour la prise en charge d'un cancer, il faudra suivre une chimiothérapie, des rayons et une chirurgie. Mais on ne parle pas de marque. On peut parler de type de thérapie, mais pas de marque de produit. Donc, on peut faire énormément de choses et en fait, les médecins sont très demandeurs de ça parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire un livret, de l'imprimer, etc. Ils n'ont pas de moyens dans les hôpitaux. Donc, on peut participer d'énormément de manières différentes. Bien. Alors, on a une question. Ces informations et préventions ont des coûts qui n'existaient pas auparavant. Est-ce que les industriels ont déjà évalué les retours sur investissement? Sur de l'information, ça se fait quand même depuis quelques temps. Après, oui, ça a un coût marketing, en fait, des ressources marketing, des frais d'impression, etc. Le retour sur investissement est très compliqué à calculer. C'est comme quand on propose des cours à des médecins, etc. On va les former on fait intervenir des médecins pour former d'autres médecins sans parler spécifiquement de nos produits. Le retour sur investissement sur ce genre de choses est très difficile à calculer parce qu'après, la vente qu'il y a eu derrière, on ne sait pas si c'est dû à ça ou à autre chose, etc. Donc, très compliqué à évaluer en termes de retour sur investissement. Après, ouais, ça va dans plus en plus quand même dans cette direction-là. C'est notre rôle en tant qu'industriel de participer à ça. Sur l'aspect prévention de votre question, pour le moment, moi, je ne connais pas de personnes, d'industriels qui travaillent sur le volet vraiment prévention. On est plus sur de l'information sur des pathologies existantes que sur de la prévention. La prévention, ça va pouvoir peut-être plus se faire avec maintenant les dispositifs connectés. Il peut y avoir des choses, par exemple, des personnes qui ont des risques cardiaques, on pourrait avoir des dispositifs pour prévenir si le cœur s'emballe ou ce genre de choses. Avec tout ce qui est dispositifs connectés et nouvelles technologies, on pourra apporter des solutions sur de la prévention. D'un point de vue marketing, là, aujourd'hui, je n'ai pas d'expérience sur l'aspect prévention. Bien. Une autre question. Quelle est la responsabilité d'un responsable marketing vis-à-vis des réglementations du secteur médical? Donc, nous, d'un point de vue marketing, on est responsable de la mise en application dans notre scope. Donc, ça va être s'assurer que le produit qui est développé est en conformité avec la réglementation. Mais ça, souvent, on travaille en équipe pluridisciplinaire, donc on est aidé avec un référent réglementaire, des ingénieurs, etc. Et après, on est responsable que toutes les communications qu'on sort, quelles qu'elles soient, digitales, numériques, papier, répondent à la réglementation. Donc, ne soient pas promotionnelles vis-à-vis des patients, qu'aucune allégation non prouvée ne soit notée dedans. Donc, maintenant, si vous regardez une brochure médicale de produits médicaux, il y a des notes de page à n'en plus finir parce qu'on doit tout justifier. La moindre allégation doit être justifiée par une étude, un comparatif, etc. Donc, nous, on est garant de la mise en application dans notre scope, surtout de tout ce qui sort pour les patients ou les professionnels de santé. Après, c'est le médical, c'est plus le réglementaire qui récupère les informations. Toutes les entreprises où j'ai travaillé, c'est eux qui nous disaient ça vous pouvez pas, etc. Et après, nous, on travaille dans ce scope-là, quoi.
Bien. Une autre question. Comment se passe la gestion des données concernant la digitalisation du secteur de la santé? Donc oui, avec la digitalisation et toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, en fait, on collecte énormément de données de santé. Le problème, c'est que pour le moment, c'est autorisé uniquement si elles sont anonymisées. Sinon, on n'a pas le droit de savoir que monsieur machin a un cancer, qui prend des antidépresseurs, etc. Donc, peu importe qui traite les données. Et donc, le cadre, pour le moment, c'est que les données doivent être anonymisées pour pouvoir être utilisées. Mais malgré ça, il y a encore des choses à définir dans ce domaine-là. Et notamment, toutes les ingénieurs ou les entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle ou des nouvelles technologies, aujourd'hui, elles ont peu de données sur lesquelles se baser en fait, pour développer des solutions d'intelligence artificielle. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'initiatives, des startups ou des groupements de médecins qui ont réussi à mettre en place des bases de données anonymisées de patients qu'ils ont collectés de droite et de gauche, avec l'acceptation des patients, l'autorisation, etc. Mais le cadre juridique autour de ça est encore, moi, je trouve un peu flou sur ce qu'on pourra faire, de quelle manière, qui aura le droit de l'utiliser, dans quel but, etc. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont se préciser au fur et à mesure, parce que voilà, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que va donner les nouvelles technologies, de quelle manière elles vont être utilisées, et c'est à ce moment-là qu'on verra les problèmes qu'il peut y avoir par rapport à la gestion des données. Justement, de là, on découle comment fait-on pour récolter des données tout en les rendant anonymes? Normalement, toute donnée patient qu'on récupère, on n'a pas le droit, en tant qu'industriel, je parle. Après, les médecins, ils récupèrent, ils ont des données avec les noms des patients. Mais ils ne peuvent rien en faire, en fait. Ils n'ont pas le droit de les utiliser à des fins de recherche ou d'études quelconques. Après, en tant qu'industriel, quand on récupère des données patients, on n'a pas le droit de récupérer le nom et prénom du patient. Donc, oui. Dans certains cas, c'est fait, il y a des exceptions. Il peut y avoir des exceptions pour des choses bien particulières, mais sinon, on n'a pas le droit de récupérer le nom et prénom d'un patient. On n'a pas le droit de récupérer toute donnée concernant un patient en tant qu'industriel. C'est pour ça aussi que tout ce qui est marketing d'automation, etc., c'est complexe dans le médical parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas récupérer. On ne peut pas bombarder les gens d'emails comme ça. Les professionnels de santé, dans le cadre de la RGPD, en suivant les règles de la RGPD, c'est possible. Pour les patients, on n'a pas le droit de récupérer, même l'âge d'un patient, on n'a pas le droit de récupérer, sa taille, son poids, on ne peut pas récupérer ces données-là. En tant qu'industriel, on n'a pas le droit. Merci. On va voir s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Quelles compétences pour faire du marketing Dans la santé, je pense. dans la santé? Je pense il faut être quand même assez rigoureux parce que voilà, on a quand même un certain nombre de règles à suivre. On est beaucoup de choses dans ce qu'on fait, que ce soit au niveau en amont, en stratégie, en développement de produits et plus en aval sur du marketing opérationnel. On a énormément de réglementations à suivre en fait. Après, c'est une fois qu'on a compris ce qu'on a le droit de faire ou pas, ça se passe bien, mais voilà, faut accepter de travailler avec un certain carcan quand même. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Je sais que moi, j'ai travaillé par exemple dans des entreprises où des personnes, on a embauché des gens qui venaient de la grande conso ou du vêtement, du prêt-à-porter, etc. Ça fait tout drôle quand on arrive dans le médical parce que les règles ne sont pas du tout les mêmes. Mais dès lors que voilà, on accepte ça, que du coup, on a une certaine rigueur, je pense qu'il faut quand même être rigoureux, un petit peu pointilleux, etc.
vraiment être sûr qu'on fait les choses correctement et dans la limite de ce qui est autorisé. Et en même temps, il faut être créatif parce que du coup, il faut trouver des solutions en restant dans le cadre. Il y a un cadre donné, mais il y a quand même possibilité de faire plein de choses et d'être innovant et d'être créatif, mais dans le cadre imposé. Donc, la créativité, pour moi, est quand même très importante, c'est d'autant plus dur d'être créatif quand on a un cadre un peu réduit, quoi. Et puis, ouais, je pense qu'il faut avoir une certaine capacité d'adaptation aussi, parce que voilà, les choses changent. C'est un marché qui évolue constamment, donc il faut avoir une capacité à s'adapter facilement. Mais c'est un domaine qui est hyper intéressant, on développe plein de choses, la relation avec les professionnels de santé, avec les patients, etc. On a vraiment la sensation d'être utile. Moi, je suis tombée dedans par hasard, mais jamais j'aurais pu aller vendre du coca ou travailler pour des grosses boîtes d'agroalimentaire ou de grandes consos. On a l'impression quand même de contribuer à quelque chose, même si on ne sauve pas des vies, mais on n'est pas médecin ni rien, mais on contribue à quelque chose. On écoute les patients, on essaie de trouver des solutions utiles pour eux. C'est pas de l'achat plaisir, c'est de l'achat nécessité, quoi. Quelles études faut-il faire pour travailler dans ce secteur? Souvent, c'est des études de commerce, en fait, enfin, de commerce, marketing. Il y a des gens qui ont fait des BTS, des écoles de commerce, plein de choses différentes, mais dans le domaine du marketing, ça peut être suffisant. Après, si on a fait, bon, là c'est plus compliqué, mais si on fait médecine, on peut après transiter vers l'industrie de la santé, mais c'est un petit peu plus long au départ, quoi, niveau études. Mais oui, ça arrive souvent. Enfin, nous, on avait des médecins qui venaient travailler après dans des entreprises de santé. Donc, en général, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a à part, il y a HUM Santé, mais des écoles spécialisées dans la santé, il n'y en a pas énormément en fait. Donc, du coup, il vaut mieux partir sur sinon quelque chose de généraliste, de commerce, et après venir se spécialiser dans le secteur médical ou être dans le médical, mais du coup, c'est médecine, donc c'est un peu galère. Et après, aller sur le marketing de la santé. Je rebondis du coup effectivement HEM Santé qui va lier les deux finalement. Enfin, c'est un nouveau parcours donc voilà. Et d'ailleurs vous allez intervenir en plus sur le côté marketing effectivement puisque HEM Santé c'est une école de commerce qui lie tout ce qui touche le commerce, donc le marketing, la communication, les RH, la compta. Mais en lien avec le secteur de la santé, donc ça lie les deux, donc ça peut être aussi un nouveau parcours finalement dans les débouchés possibles. Qui est du coup le plus adapté en fait. Ouais. Parce qu'on n'a ni l'inconvénient de l'école de commerce qui est complètement détachée, où on voit surtout de la grande conso en fait en école de commerce ou du service, et ni que sur le médical sans avoir l'aspect commercial, business au sens large, quoi. Donc, effectivement, c'est l'idéal et c'est génial que vous ayez développé ce cursus-là, quoi. Puis après, le lien direct, finalement, aussi avec les entreprises. Parce que je pense qu'aussi, je ne sais pas Mathilde, mais vous, dans votre parcours, je pense qu'aussi, c'est le lien, de mettre j'ai envie de dire, vos compétences au sein effectivement, de certaines entreprises en lien avec la santé, et vous êtes tombé comme ça dedans, finalement, vous. Oui, complètement. C'est mon stage, en fait. J'ai fait une année césure à un moment pendant mon école de commerce. J'ai cherché un endroit où faire mon année césure et je suis tombée chez Invacare à l'époque, donc dans les dispositifs médicaux, et j'ai adoré, je l'ai quitté. Donc, faut pas hésiter d'essayer, en fait. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, le médical, l'industrie de la santé. Mais encore une fois, c'est un secteur qui est en pleine croissance, il y a plein de choses à faire, il y a du budget. Honnêtement, c'est des entreprises, souvent c'est des grands groupes, etc., qui paient très bien. Donc, moi, j'encourage
j'encourage à aller dans ce secteur-là parce que c'est vraiment très, très enrichissant, quoi. Je pense qu'on a fini avec les questions. On va laisser peut-être quelques secondes. En tout cas, Mathilde, merci pour cette expertise. Merci pour ce temps aussi Merci à vous. donné à cette thématique. Je pense que les questions sont terminées. Moi, je vous souhaite, en tout cas, on va finaliser cette conférence. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Et merci d'avoir participé. On mettra cet enregistrement sur nos réseaux, donc vous pourrez retrouver aussi cette conférence en ligne. Et puis, à très bientôt, puisque des conférences métiers, on va en faire une par mois. Donc c'est le projet aussi. À très vite pour vous retrouver et parler d'autres activités dans le monde de la santé. Voilà. Merci Mathilde, très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.